Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Ambroise Mamba, qui est journaliste et puis directeur des informations à Congo Web et présentateur de l'émission Table Ronde, avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Ambroise, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça fait très longtemps, bien que j'avais un peu quitté Congo Web, je suis revenue. Et donc, parce que Congo Web, quand même, c'est la famille. Dans toute famille, il y a toujours de problèmes. Et on dit toujours que le linge sale, c'est lave en famille. Justement. Et comme Chabani m'avait dit, non, Nicole, Congo Web, c'est ta maison, c'est ta télé, reviens. Donc, c'est un peu ça. Sinon, ça va? Je suis là, merci. D'accord. Alors, Ambroise Mamba, ça fait, je crois, depuis le 20 janvier, ça fait combien de temps depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi... Plus exactement 65 jours. 65 jours, plus exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a eu changement dans la gestion des affaires du pays, selon vous, depuis qu'il est là? Bon, lorsqu'on parle en termes de changement, on veut voir s'il y a eu un changement par rapport au premier mandat. Au premier mandat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Qui a changé parce qu'il avait dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Est-ce qu'il y a des erreurs? Je ne sais pas, vous êtes journaliste, analyste, si vous pouvez bon, je ne pourrais pas commenter là-dessus. Je ne pourrais pas tout de suite dire qu'il y a eu un changement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore un nouveau gouvernement. Il y a cet ancien gouvernement, Sama Lukonde, qui expédie des affaires courantes. Il y a les tractations qui sont en cours pour avoir un nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y a eu un changement? Qu'est-ce que le président de la République a pu faire actuellement pour qu'on dise qu'il y a un changement? Je dirais non. Jusque-là, il n'y a pas encore d'action. Je suppose qu'il est en train d'attendre qu'il y ait un gouvernement. Déjà, les institutions sont en train de se mettre en place. Est-ce que nous sommes en train d'attendre que le président de la République commence à gérer lui seul, alors que notre constitution dit que c'est les gouvernements qui exécutent les projets gouvernementaux. Ce n'est pas le président de la République. Notre exécutif est à deux têtes. Et je pense que pour l'instant, il n'y a pas un changement. Mais il y a eu quand même un signal fort. Il y a eu un signal fort. Lequel? Même si il y a eu un signal fort qui est parti du discours du président de la République lorsqu'il a parlé justement des erreurs du passé. C'était le signal fort qui a fait rêver les Congolais. C'était le signal fort qui a fait rêver les Congolais. Et maintenant, nous sommes un peu retombés dans une sorte de sommeil. Nous nous endormons un peu parce que nous attendons qu'il y ait ce gouvernement. Il y a l'informateur, le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui est en train de mettre la toute dernière main sur son rapport pour dire au président de la République un peu comment est-ce que le gouvernement pourrait être composé. Et je pense que c'est tout ça qui nous prend un peu beaucoup de temps. Et je pense jusque-là, il n'y a toujours pas de gouvernement. Il faudrait patienter. Alors, Fatou... Mais c'est du temps qui part. C'est du temps. C'est le temps que nous perdons. C'est le temps que nous perdons, mais ce n'est pas du fait du président de la République, c'est du fait des lois du pays. C'est du fait des lois du pays. Vous vous souviendrez qu'on dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Lui, il est élu. Le même jour que les députés nationaux, il fallait attendre qu'il y ait les résultats définitifs des élections législatives nationales. On en a obtenu. Et maintenant, il faut que l'Assemblée nationale mette en place son bureau définitif. Tout ça, ça traîne. Et pourquoi ça traîne? Pourquoi? Parce que les lois du pays nous ont envoyés vers ce qu'on doit appeler la coalition majoritaire. Et cette coalition majoritaire nécessite de réglages. C'est le travail qu'a fait Augustin Kabouya, justement. Et ça prend du temps. Et comment avez-vous trouvé le choix du président de la République en nommant Augustin Kabouya? Est-ce que c'est un bon choix, selon vous? Pourquoi seulement Augustin Kabouya? Parce qu'il a été nommé formateur pour désigner, détecter la majorité. Est-ce qu'il a détecté la majorité? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, il est un formateur. Vous savez, il y a... Est-ce que c'est constitutionnel? Dernièrement, Augustin Kabouya m'a un peu surpris, agréablement. Agréablement, oui. Il m'a surpris agréablement. Pourquoi? Parce que il a pris un peu sur lui une grande responsabilité de pouvoir identifier la coalition majoritaire. Non seulement ça, avant même sa nomination,
vous allez vous rappeler que lorsqu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la session de la nouvelle Assemblée nationale, il y a eu des gens qui ont crié contre M. Vital Kamerhe. Et là, Augustin Kabouya avait pris la défense de Vital Kamerhe. Il avait dit non, on ne peut pas traiter un responsable politique de ce pays de cette manière-là. Il m'avait beaucoup impressionné, il m'avait agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'il prend la responsabilité d'un père, sa responsabilité pour interpeller tous ceux qui insultent les gens, qu'il est voleur, parce qu'on a traité Vital Kamerhe des voleurs, même si c'est un peu la mauvaise réputation qui les colle à la peau à cause du procès 100 jours. Et là, Augustin Kabouya est intervenu pour dire non, on ne peut pas se comporter comme ça. Et c'est lui qui a été désigné informateur par le président de la République. Il y a un aspect de confiance. Un aspect de confiance. Qui devrait-on nommer informateur? Vous avez les élections qui arrivent, vous avez les résultats, l'UDPS en sort première force politique du pays. Et bien entendu, le président de la République dit « Je place le secrétaire général de l'UDPS à la tête de cette mission qui consiste à dégager la coalition majoritaire. » Et je pense que c'était un bon choix pour moi et il fait bien son travail. Sorti du gouvernement, pas encore. Quel profil, selon vous, qui peut être Premier ministre? Vous savez, à l'époque, j'ai dit dans mes anciennes émissions avec une autre collègue, ici, Noéla Kambaja, pour ne plus la citer, j'avais dit à l'époque qu'il fallait que l'équilibre géopolitique soit un peu respecté. J'ai commencé par l'équilibre géopolitique, avant de parler du profil du Premier ministre. J'ai parlé de l'équilibre géopolitique. Je disais déjà que parce que le président de la République est du Kasaï, il ne devrait pas avoir un Premier ministre du Kasaï. Et parce que l'ancien Premier ministre, ou bien les tout derniers Premiers ministres de Tshisekedi et du Katanga, donc le prochain ne devrait pas être non plus du Katanga. Et il restait à ce moment-là deux provinces, deux espaces linguistiques, le Congo central et l'Équateur. Et c'est à ce niveau-là que j'ai dit, si le président de la République nommait un Premier ministre de l'Équateur ou du Congo central, ça ferait une bonne chose. Et maintenant, j'ai appris maintenant que, puisque l'UDPS est la première force politique au pays, il faut maintenant que l'on nomme un Premier ministre de l'Équateur, par exemple. Et si on nomme un Premier ministre de l'Équateur, par exemple, ça serait une bonne chose. Il y a pressenti un Premier ministre. Oui, il a été rejoint l'UDPS, et je pense qu'on a dit que la primature reviendrait à l'UDPS, et puisque la primature revient à l'UDPS, Jean-Pierre Liao peut faire, mon ancien ami Jean-Pierre Liao, Jean-Pierre Liao. C'est mon ancien ami Jean-Pierre Liao, Oui. Il pourrait faire l'affaire d'être... Mais selon vous, il y a quand même des ministres qui ont bien travaillé au premier gouvernement, Samalou Kondé. Avec Samalou Kondé, il y a des ministres qu'on peut récupérer. Des ministres qu'on peut récupérer. Qui ont bien travaillé. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux? Si les erreurs du passé ne peuvent plus se répéter, vous reconduisez les mêmes personnes pour ne plus répéter les erreurs du passé? Non. Si vous pensez que les erreurs du passé ne peuvent plus se répéter, il faut nommer de nouvelles personnes. Il faut nommer des nouvelles personnes. Mais il y a Kamerhe aussi qui est là. Je vais revenir à ça. Oui. Posons-nous la question. Où sont les preuves des anciennes personnes? Où sont leurs preuves? Où sont leurs preuves? Quand ils n'ont pas travaillé? Vous savez, vous parlez de Vital Kamerhe. Oui. Vital Kamerhe, c'est un économiste de formation. C'est un économiste de formation. Oui. Il est allé au ministère de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de son passage au ministère de l'économie? Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de son passage au ministère de l'économie? Vous l'avez vu sortir vite. J'ai même appris qu'il a quitté le ministère de l'économie sans dire au revoir aux huissiers, sans dire au revoir même à certaines personnes de son cabinet. J'ai appris. J'espère que ce n'est pas vrai ce que j'ai appris. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais si c'est une personne comme ça, qui, lorsqu'il parle, c'est quand même
quelqu'un qui a des belles réflexions par rapport à la gestion de ce pays, par rapport aux solutions qu'il faut amener dans ce pays, mais que l'on lui donne un ministère de l'économie et que nous ne puissions pas sentir qu'il y avait quelqu'un à la tête de ce ministère, c'est quand même un problème. Oui, et qu'aujourd'hui, on dise que Tshisekedi va avoir un nouveau gouvernement et que les mêmes disent non, nous voulons revenir. C'est quand même une manière de dire qu'on ne veut pas considérer la population congolaise. Selon vous, si l'on veut considérer la population congolaise, le président de la République doit commencer par faire du neuf avec du neuf, pas avec du vieux. Pas avec du vieux. Donc changer mais carrément. Les vieux sont là aussi pour l'expérience, hein, ils peuvent toujours aider. Non? Bon, si l'expérience ils peuvent travailler dans l'ombre alors. Si l'expérience est négative, pourquoi y recourir? Comme Patrick Mouyaya peut revenir? Si l'expérience est négative, oui. Pourquoi y recourir? Patrick Mouyaya, bien entendu, bon, Patrick Mouyaya, son bilan positif, c'est justement par rapport à la manière dont il a un peu innové, les nouveaux narratifs dont il a parlé, et ça a quand même produit du fruit. Vous savez que Lambert Mende était le ministre de la Communication qui parlait seul, sans faire intervenir les responsables des départements. Oui. Mais lui est venu, il fait intervenir directement les responsables de département. Même si, quelque part, il semble jouer un peu le rôle du journaliste qui n'est plus. Hein, lui, le ministre de la Communication et des Médias, il semble un peu jouer le rôle du journaliste qui n'est plus. C'est peut-être le côté positif. Mais par rapport aux médias, il est ministre des médias. Qu'est-ce qu'il a pu faire dans les secteurs de médias? Est-ce que vous regardez les programmes télévisés à Kinshasa? Y a-t-il un ministre qui gère ce secteur? Y a-t-il un ministre? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un ministre qui gère ce secteur des médias? Est-ce que vous regardez les programmes télévisés qui passent à la télé? C'est à ce niveau-là qu'on peut se dire, il est ministre, il veut revenir pour faire quoi? Pour reprendre les briefings presse? Non, il y a des choses qu'on peut faire. Je peux vous dire, je suis journaliste, à moins qu'il puisse dire que ce n'est pas sa faute, là je comprendrais. Mais s'il a innové quelque chose, dans le sens positif, et que ça puisse bloquer, je pense qu'on peut lui pardonner pour ça. Mais s'il n'a pas innové, il faut trouver une autre intelligence pour apporter quelque chose de nouveau dans les secteurs des médias. Donc dans les secteurs des médias, selon vous, il n'y a pas eu changement? Je regarde la télévision, madame. Est-ce que vous regardez ce qu'on nous propose à la télé? Est-ce que ça n'a pas un responsable quelque part qui peut intervenir? Ça n'a pas un responsable quelque part qui peut intervenir. Si ce n'est pas lui, c'est qui? Est-il responsable seulement? Il est porte-parole du gouvernement. Là, je peux comprendre les briefings presse qu'il fait avec les différents responsables du gouvernement. Mais il est aussi ministre de médias. C'est ça aussi à sa part. Il est ministre des médias. Le CESAC a sa part de responsabilité. Ici, je ne suis pas en train de parler du CESAC qui n'est pas à l'exécutif. Je parle du ministre Mouyaya qui est à l'exécutif. Parce que vous m'avez posé la question de savoir s'il peut revenir. Il peut revenir. Il peut revenir pour faire quoi? Pour innover, qu'il n'a pas pu faire? C'est là que je dis qu'il faut donner la chance à d'autres intelligences. À d'autres intelligences. Donc si les gens sont limités, il faut essayer d'autres personnes. Parce qu'ici, nous recherchons des solutions pour les pays. Vous savez, on est tombé tellement trop bas lorsque je parle comme ça. Les gens peuvent dire à la télévision qu'il est mécontent, il est jaloux, il est haineux. C'est tellement une bassesse de réagir de cette manière-là. Lorsque vous êtes en train de réfléchir par rapport aux solutions qu'il faut apporter au pays, vous dites que telle personne n'est pas à sa place, il faut changer des personnes pour trouver des solutions au pays. On puisse vous taxer des haineux. C'est une bassesse. On est juste tombé trop bas. Alors, est-ce que Kabouya peut faire un bon ministre comme un Premier ministre? Puisqu'il est de l'UDPS, il peut être nommé aussi Premier ministre. Bon, ça ferait un problème. Il a le profil. Il a le profil. Il a le profil. Il a fait des études qu'il faut d'ailleurs. Sur le plan économique, il connaît quelque chose. Parce qu'il a étudié à l'ISC. Il a fait des études commerciales. Et quelque part, il maîtrise la chose. Et puis... il a la confiance de son parti politique, il a géré. Lorsque Augustin Kabouya gère un parti pendant longtemps comme l'UDPS, et il parvient à maîtriser les gens, il est fort. Maintenant, le problème se situe au niveau de la géopolitique, tout simplement. Il est quelqu'un du Kasaï, avoir un président de la République du Kasaï, et avoir aussi un premier ministre du Kasaï,
Les erreurs du passé ne peuvent plus se répéter. Ce qui est faisable. Parce qu'il y a eu trop Kassaï à la Cour constitutionnelle, à la Banque centrale, ministère des Finances et puis intérieur. Donc il faut un peu changer. C'est faisable, mais le problème c'est que les gens vont crier. Les gens vont crier, ils vont râler, les gens vont dire mais pourquoi est-ce que on ne mettrait pas quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais il a le profil d'être un bon Premier ministre. Bien, alors parlons un peu du social, puisque c'est l'UDPS qui gère le pays. C'est le parti présidentiel. Il y a hausse de prix sur le marché. Je vais vous répondre directement. Le taux de dollar maintenant c'est à 28. Je vais vous répondre directement. Quelle solution pour ça? Je commence d'abord par parler de ce qui est censé être fait. Le problème du taux d'échange, on l'a dit plusieurs fois, le problème du taux d'échange est lié à la production nationale. La production nationale, c'est la seule chose qui peut garantir l'équilibre au niveau du taux d'échange. Et je pense que sur le plan de la production nationale, nous ne produisons rien. Nous consommons quelque chose qui nous important. Voilà pourquoi les dollars se comportent de cette manière et la valeur faciale du franc congolais est en train de baisser. C'est ça le juste problème. Mais au niveau du ministère de l'économie, nous avions quelqu'un que l'on appelle Vital Kamerhe, un économiste de formation qui connaît ainsi de suite. Quel est son bilan? Vous savez, Nicole, les problèmes de notre pays, nous sommes agenouillés par des gouvernements d'union nationale. Les gouvernements d'union nationale ne sont jamais forts. Les gouvernements d'union nationale n'aident jamais leur pays. C'est pour cela aujourd'hui, même si on a placé les seuils d'éligibilité pour l'élection à la députation nationale, mais ça ne nous aide pas. Vous avez vu, on a eu beaucoup de députés nationaux. Maintenant, on est en train de pouvoir régler les choses pour avoir un gouvernement. Mais si on a un seul parti politique qui arriverait par miracle, je parle bien d'un miracle, qui arriverait par miracle d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, d'avoir à lui seul un Premier ministre, d'avoir à lui seul un gouvernement, on peut avoir un gouvernement fort. Et dès qu'on aura un gouvernement fort, on aurait la possibilité à ce moment-là de pouvoir asseoir des bonnes politiques économiques et faire face aux problèmes du taux d'échange, faire face aux problèmes de... Mais en attendant, la population est en train de souffrir, parce qu'il y a vraiment hausse de prix la population est victime de lois. Il y a des présidents, des chefs d'État qui se succèdent, mais rien ne change. Depuis, on en parle tout le jour. Il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'insécurité. Mais rien ne change. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le président de la République fait un discours. Il dit qu'il faut qu'on diversifie l'économie nationale. Le gouvernement Samalou Kondé, qui est démissionnaire, qui est en train d'expédier les affaires courantes, avant qu'il ne démissionne, ils ont tenu une réunion du comité de pilotage. Et dans cette réunion, il dit qu'il faut diversifier l'économie. Personnellement, en tant que journaliste, lorsque j'avais eu cette information, ça m'avait choqué de considérer que Samalou Kondé, depuis tout ce temps qu'il était là, il n'avait jamais pensé à la diversification de l'économie et qu'il ne le pense que lorsqu'il est en train de partir à l'Assemblée nationale. C'est un problème de volonté politique. On en parle toujours. Tous les ans, les présidents se succèdent. On en parle toujours. Si vous allez au ministère de l'Agriculture, par exemple, vous allez trouver des études et des études qui sont là et qui n'attendent qu'à être exécutées. Si on vous nommait aujourd'hui ministre de l'Agriculture, est-ce que vous savez que vous n'allez pas souffrir? Vous allez trouver des études qui vous attendent là. Mais pourquoi ce n'est pas mis en pratique? Justement parce que les ministres qui arrivent là ne partent pas avec l'idée de travailler. Ils partent avec l'idée de s'enrichir, la première chose. Il y a tellement beaucoup de projets de relance de l'agriculture à travers le pays. Lorsque nous avons autant de terres arables, au pays, on meurt de faim, on a tout ici. On meurt de faim. Vous allez dire qu'il n'y a pas d'argent. Vous allez dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est l'argent qui entre dans les poches des individus. De l'argent qu'on peut canaliser vers l'agriculture, justement, pour qu'il y ait beaucoup plus de biens. Et nous avons une population. Nous avons une population qui peut acheter elle-même. On peut prendre un paquet, on met dans les routes des dessertes agricoles, on réhabilite des routes
des dessertes agricoles, on réhabilite le chemin de fer pour que dès qu'on produit, on peut acheminer les produits agricoles vers les centres de consommation. Je pense que ce sont des choses... C'est un problème de volonté politique. Est-ce que le président de la République le voit? Et bien entendu, on est un peu déstabilisé avec les problèmes de la guerre. Maintenant, tout l'argent, ça va vers l'armée, vers la guerre. Il y a le conseil de ministres, non, tout le temps, et quand même le président a l'occasion de poser des questions aux ministres de chaque secteur, quand même. Qu'est-ce qui ne va pas ici, qu'est-ce qui ne va pas là-bas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque pour faire ça, hein? Je pense que si on arrive à mettre de l'argent dans les secteurs de l'agriculture, on relance l'agriculture, on construit des routes, des dessertes agricoles, on réhabilite les réseaux ferroviaires, la voie ferrée, je pense que ce serait une bonne chose. Notre propre population peut commencer à acheter le riz, le maïs, le manioc qui pourrait être produit. Et à ce moment-là, on redonne la valeur à l'agriculture. C'est tout ce qu'on dit. Vous savez qu'il y a un slogan qu'on dit, la revanche du sous-sol sur la revanche du sol sur le sous-sol. Justement, on dit qu'il faut que l'agriculture prenne sa revanche sur l'exploitation minière, parce que l'exploitation minière, les minéraux, ce sont des richesses épuisables. C'est pourquoi les étrangers, quand même, s'étonnent de savoir que non, mais là-bas, mais comment la population croupit dans la misère? Même à Lubumbashi, j'ai des vidéos ici, la famine vraiment bat son plein au Kasaï. Partout en fait. Donc, espérons seulement que cette fois-ci, avec les 5 ans... Il faut maintenant que dès que le gouvernement arrive... Celui qui va être Premier ministre, il met beaucoup d'importance. Quelle doit être la priorité de priorité, selon vous? Vous savez que c'est très difficile de répondre. Parce que tout est prioritaire. C'est très difficile de répondre à cette question. Priorité des priorités. Vous savez, si vous mettez la priorité dans tel secteur, vous faites tomber un autre. C'est ça. Mais on devrait quand même se mettre d'accord sur le fait qu'il faut relancer l'agriculture. Et pour ça, il faut, en même temps qu'on relance l'agriculture, en même temps on construit des routes. Bien entendu, j'ai appris qu'il y a de l'argent qui vient de la renégociation du contrat chinois. Et là, il y a 7 milliards de dollars pour construire des routes, mais c'est pour 15 ans. Les 7 milliards, c'est pour 15 ans. Si on fait, il y a une enveloppe de 324 millions de dollars par an pour construire des routes. Ça peut nous faire quelques kilomètres de route, mais on devait aussi trouver une autre source de revenus pour construire des routes, au lieu de rester seulement sur le contrat chinois. Chercher une autre source de revenus. Construction des routes, là, c'est compliqué. Pour réhabilitation de routes, construction de routes, avec Samalou Condé, il y a eu Condé millions. On va encourager, les agriculteurs à pouvoir de plus en plus cultiver, parce que quand ils le font, ils acheminent le produit vers les centres de consommation. Ils font aussi les affaires. Ça permet aussi aux commerçants de s'engager aux opérateurs économiques, bien entendu. Il y a encore de grands commerçants ici à RDC, pour qu'on puisse y arriver. Mais si tous nous regardons vers tout le monde fait la politique. Nous regardons vers les mines. Les mines s'épuisent. Ce sont des ressources épuisables. Les mines, ça s'épuise. Le diamant, si Dieu a mis au Kasaï là-bas autant de tonnes de diamants, dès que vous exploitez ça, c'est terminé. Vous n'en aurez plus. Ça ne va plus se reproduire. Mais il y a une chance, parce que nous avons des terres arables qui ne sont pas encore exploitées, il y a une chance de pouvoir se focaliser sur ce secteur, en faire une priorité parmi les autres. D'accord. Puisqu'on parle du nouveau gouvernement, il y a aussi élection de gouverneur. Jusque-là, quel gouverneur, selon vous, pour la ville de Kinshasa? Qui peut diriger la ville de Kinshasa? Parce on a connu Kimbuta, on a connu Gentili Ngobila, mais la ville est toujours sale. Il y a des gens qui ont... là ne marche pas. Je ne sais pas s'il y a un personnellement, moi, nous avons vu plusieurs candidats quand même. Il y a Augustin Kabouya qui a... Il s'appelle comment là? Bumba? Bumba, de l'UDPS. De l'UDPS, il y a des Okasongo, il y a je ne connais pas Bumba, je ne le connais que de figure. Je l'ai connu à l'Unikin quand il fut étudiant. Je l'ai connu là-bas quand il fut étudiant. Il a fait l'économie, je pense, en 2006. Je l'ai connu en 2006, mais je ne l'ai pas côtoyé. Je ne connais pas non plus les Deo Kassongo, je ne connais pas non plus... Je ne connais pas, tous ces gens-là, je ne les connais pas. Mais le problème du Congo, c'est quoi? Lorsque vous regardez les gens aller déposer leur candidature, ils ne pensent pas aux solutions qu'ils doivent apporter
à la cité. Ils pensent à leur santé financière. C'est ça justement le problème. Ils tiennent des discours qui sont tellement bons, qui sont tellement tentants, des bons discours, et alors des bons discours. Mais lorsque vous les mettez là pour travailler, c'est autre chose. Je voudrais donner un bon profil d'un gouverneur. L'éthique et la morale. L'éthique et la morale. L'éthique et la morale. C'est un homme d'éthique. Pas nécessairement Un homme être de quinoa. morale. Hein. Moi, je ne Non, suis il pas faut dans ces histoires-là des quinois. Je ne suis pas dans ces Kinshasa histoires. doit être dirigé Si par vous des mettez Quinois. quelqu'un qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de bonne morale, vous n'allez pas réussir. Vous allez échouer. Pourquoi? Parce que, vous savez, tous ces gens-là, ils vont à l'université, ils sont allés à l'université, ils ont étudié. Si vous allez aujourd'hui à l'université, il y a un cours. Tous les étudiants des premières graduats, ils connaissent le cours d'éducation à la citoyenneté. Oui. C'est un cours qui a été introduit à l'université il y a plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Pour qu'on forme un type d'homme. Un type d'homme capable d'avoir une éthique et une morale pour amener leur pays vers le changement, vers le développement. Pour amener leur pays vers le changement, vers le développement. Mais malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont allées à l'université, qui ont appris ça. Et quand ils arrivent aux affaires, ils font le contraire de ce qu'ils ont appris. Bien entendu, il y a aussi un problème de système, un système politique dans lequel ils se retrouvent. Je pense que de ce point de vue, il faudrait un gouverneur à Kinshasa, un gouverneur qui a une bonne éthique, une bonne morale pour gérer les Quinois. Pour gérer les Quinois. Vous savez, par exemple, moi personnellement... Est-ce que Ngobila a bien géré Kinshasa? Non, il a échoué, lamentablement échoué. Il peut dire tout ce qu'il peut dire. On peut me qualifier d'haineux, on peut me qualifier de jaloux. Mais malheureusement, il a très mal géré la ville-province de Kinshasa. Vous regardez seulement la province, la manière dont elle se retrouve. Vous savez, il y a une possibilité. J'aurais même voulu qu'on crée une entreprise dotée d'une personnalité juridique. Une entreprise dotée d'une personnalité juridique, juste pour gérer les problèmes de la salubrité à Kinshasa. Et cette entreprise qui pouvait fonctionner avec de l'argent d'une taxe qu'on peut créer. Si on créait une taxe que chaque ménage ici à Kinshasa peut payer. Et cette taxe, juste pour faire fonctionner cette entreprise, qui peut acheter des engins, qui peut avoir un personnel, une entreprise autonome. Et cette taxe-là, nous la payons. Les ménages de Kinshasa payent la taxe, comme on fait avec la TVA. Vous savez comment on paye la TVA? C'est à partir de ce que nous achetons. Ah oui, oui. À partir de tout ce que nous achetons, dans que les nous payons dans les supermarchés. supermarchés. C'est comme ça que nous payons la TVA. Quel est le ménage qui refuse de payer la TVA? Personne. On peut créer ces taxes-là. Et on crée une entreprise autonome qui a son argent, qui a une personnalité juridique, juste pour gérer l'insalubrité. Avec un personnel qui est bien payé. Vous verrez qu'il n'y aura plus de saleté à Kinshasa. Il n'y aura plus de saleté à Kinshasa comme il y en a aujourd'hui. Ngobila peut tout dire. Il a tellement mal géré la province. Il a mal géré. Il faut vraiment faire oublier aux Kinshasa, aux Quinois, l'expérience Ngobila. Il faut vraiment leur faire oublier. Éthique et morale. Voilà, le profil. Ok, alors autre chose. Nous allons parler maintenant de l'insécurité dans l'Est du pays. Hein. Vous le savez, Fachi et Kagame doivent se rencontrer. La rencontre va changer quelque chose? Est-ce qu'ils doivent se rencontrer nécessairement pour qu'il y ait Je ne suis dans pas l'Est du prophète pays? des malheurs. Je ne suis pas prophète des malheurs. Mais je peux vous garantir que malgré cette rencontre, Paul Kagame ne va pas reculer. Que malgré. Il ne va pas reculer ou bien il ne va pas reconnaître? Je vais vous dire pourquoi il ne va pas reculer. Vous savez qu'on a besoin de la paix, non? Oui. Le Rwanda et la RDC, tous nous avons besoin de la paix. Qui a besoin de voir les balles crépiter dans son pays? Aucun pays. Aucun. Rwandais ou Congolais, tous nous avons besoin de la paix. Tshisekedi arrive au pouvoir. Il va voir son voisin. Il lui dit, bon, puisque c'est un problème de richesse qui nous oppose, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir des partenariats gagnant-gagnant? Nous signons des accords commerciaux. Le Rwanda, vous gagnez. Le Congo, nous gagnons. Comme ça, nous avons tous la paix. Vous avez un peu d'argent pour construire votre pays. Nous avons le nôtre pour construire notre pays. Je vais vous poser la question. Ça a été fait ou non? Ça a été fait. On a signé 3 accords commerciaux avec le Rwanda pour qu'il y ait cet échange
commercial entre eux et nous. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le Rwanda ne décide pas seul. Parce que Paul Kagame n'est pas seul. Paul Kagame est poussé derrière par les grandes puissances. Paul Kagame est poussé derrière par des grandes puissances, par des multinationales qui lui disent renonce à tout ça. Fais comme si ces accords n'existaient pas. Continue à envoyer le M23, ce qu'on a appelé M23. Et vous savez, sur ce point-là, j'aurais même demandé au ministre de la Communication et Médias, s'il était vraiment un bon ministre qui veut changer les narratifs, il faudrait que le mot M23 n'existe plus dans les vocables congolais. Il faut parler du Rwanda. Il faut directement, parler du Rwanda. Il faut directement parler que les troupes rwandaises ont occupé Bunagana. Il ne faut jamais parler du M23. Quand vous parlez du M23, vous en faites un problème congolo-congolais. Il faut en faire un problème rwandais-congolais. Nous n'avons pas de problème avec le M23, avec les Congolais. Nous avons un problème avec le Rwandais. Ce sont les Congolais qui recrutent, ce sont les Rwandais qui recrutent les Congolais et qui leur donnent les armes pour qu'ils fassent la guerre. Donc, à ce niveau, même s'il y a dialogue, entre Tshisekedi et Kagame, tant que Kagame dépend des multinationales, on risque de déclarer la guerre alors? Eh bien, nous sommes en train d'étendre vers là. Nous sommes en train d'étendre vers là, malheureusement. Mais à la moindre escarmouche, on va déclarer la guerre. Oui, mais on n'a pas d'institution, on n'a pas encore d'institution. Le Parlement définitif n'est pas encore installé, le président de la République ne peut pas déclarer la guerre. Mais bien entendu, on estime que les grandes puissances pourraient faire pression sur Kagame pour qu'il puisse reculer, mais tant qu'il y a la politique de l'autruche, comme on le fait, comme l'Union européenne le fait, comme les États-Unis le font, je pense que le Rwanda ne va pas reculer. La rencontre Tshisekedi-Kagame ne va aider à rien. Ne va aider à rien. Alors, moratoire de la peine de mort levée, bonne ou mauvaise chose? C'est d'abord une bonne nouvelle par rapport au fait que ceux qui trahissent la RDC, les militaires particulièrement, peuvent enfin être exécutés pour que nous puissions avoir une armée véritablement républicaine. Mais malheureusement, sur le plan administratif, le moratoire n'a jamais existé, Nicole. Il n'y a jamais existé un moratoire. Il n'y a jamais existé un moratoire. La ministre de la Justice a été induite en erreur par son cabinet. La ministre de la Justice a pris par écrit une circulaire pour lever un moratoire qui n'existait pas. Sur le plan du droit administratif, c'est une faute. Elle ne pouvait pas procéder de cette manière-là. Il n'y a jamais existé un moratoire. Et ce qui a existé, c'est un moratoire de fait. Et non pas de jure. Il n'y a jamais eu par écrit. Il n'y a jamais eu par écrit un moratoire comme ça, une décision. Donc selon vous, c'est anticonstitutionnel? Non, non, le moratoire, la peine de mort n'est pas anticonstitutionnelle. La peine de mort a été illégale. Elle a été prévue par nos lois, par les lois du pays, la peine de mort. Donc, maintenant, le moratoire a existé quand? Ce qu'on a appelé moratoire, parce qu'il y a eu d'abord la pression des abolitionnistes, il y a des gens qui faisaient pression pour qu'on puisse abolir la peine de mort, bien entendu, mais en 2003, justement, après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, les condamnés à mort, des présumés auteurs de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, étaient condamnés à mort. Beaucoup avaient introduit leur demande de grâce présidentielle auprès du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila n'avait pas répondu à ces demandes de grâce présidentielle. C'est ce qu'on a appelé moratoire. Parce que dès lors qu'un condamné à mort introduit une demande de grâce présidentielle, on ne peut pas l'exécuter. Le parquet ne peut pas exécuter une personne qui a introduit une demande de grâce présidentielle. Il n'y a que le président, en quelque sorte, le président de la République, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur une personne. Il peut le gracier ou non. Donc, quand un condamné de mort introduit une demande de grâce présidentielle, il faut que le président réponde par non, par exemple. S'il répond par non, on exécute la personne. Mais depuis 2003, le président Kabila ne répondait pas aux demandes de grâce présidentielle. Et à ce moment-là, aucun parquet ne pouvait exécuter une personne condamnée à mort. C'est ce qu'on a appelé moratoire. Malheureusement, la ministre a pris une décision pour dire qu'elle a levé quelque chose qui n'a jamais existé par écrit. Et c'est une bêtise. Elle-même ne savait pas. Son cabinet l'a induit en erreur. On ne peut pas annuler quelque chose qui n'existait pas.
Alors, nous chutons déjà. Dernière question, Stani Boujakira, puisque nous sommes journalistes, on va parler quand même de Stani Boujakira qui a été libéré après sa condamnation. Comment l'avez-vous trouvé? En tant que journaliste, c'est d'abord une bonne nouvelle parce que journalistes, nous sommes tenus de pouvoir solidariser entre nous. Nous sommes tenus de pouvoir solidariser entre nous. Mais par rapport au contenu du procès, je n'ai pas eu le temps de pouvoir avoir toutes les données pour dire s'il a raison, s'il a tort. Je ne pourrais pas avoir toutes les données, mais si je m'en tiens seulement à ce qui a été dit, il n'a pas été libéré, il a été condamné. C'est ce qu'il faut dire. Il a été condamné. Il a été condamné, il n'a pas été libéré. Au moment où nous parlons, le casier judiciaire de Stani Boujakira est entaché parce qu'il est condamné à 6 mois de prison. Il est sorti des prisons parce qu'il avait déjà purgé sa peine. Ah, il avait déjà purgé sa peine. Donc il a été condamné. Donc on peut dire qu'il est fautif quelque part. Mais pourquoi sortir seulement maintenant après comment l'enterrement de... Et moi je ne vais pas faire un lien, je ne pourrais pas faire un lien entre l'enterrement. Est-ce que Stani Boujakira avait une responsabilité dans l'enterrement dans l'enterrement ou non de Chéribert Okende? J'ai dit non. Je ne pourrais pas dire qu'il avait un lien. C'était par rapport à l'article de Jeune Afrique là. Oui, justement. Mais est-ce qu'il avait un lien? Non, je ne crois pas qu'il y avait un lien. On pouvait bien le condamner avant ou après. Ça dépendait de l'agenda, de comment est-ce que le procès était en train de se dérouler. Ça ne dépendait pas des obsèques. Il y avait quand même la famille qui était là. C'est pas Stani Boujakira qui n'est pas de la famille de Chéribien Okende. Il n'est qu'un simple journaliste qui a eu des problèmes avec la justice congolaise. On lui a reproché des choses, le faux et usage des faux, la propagation des faux bruits, les problèmes du label de l'ANER, ainsi de suite. On lui a reproché tant de choses. Je pense qu'il a eu le temps de s'expliquer. Enfin, il y a eu cette condamnation des 6 mois. Mais quelque part, si nous analysons, on pourrait même se poser la question de savoir tout ça pour ça. Ça signifie tout ça pour ça. Donc dire qu'il a trafiqué le sceau de l'ANER pour qu'il soit seulement condamné à 6 mois de prison, je pense que déjà la peine elle-même pourrait nous donner des indications que ce qu'on lui a même reproché n'était pas vrai. Oui, la justice fait bien son travail parce qu'il y a toujours Escadela qui est en prison, Mike Moukeba, il y a trop de prisonniers. Je ne sais pas s'il y aura une grâce présidentielle avec Fachi. Comment trouvez-vous quand même les arrestations? Vous savez, nous ne sommes même pas en politique. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de choses. Escadela, on lui a reproché d'être en contact avec le M23. Encore une fois de plus, je dis que je ne suis pas entrer en possession avec les dossiers pour savoir s'il a raison ou il a tort, c'est lui, le ministère public bien entendu, mais quelque part je pense qu'il faut qu'on revoie quand même cette situation pour qu'on le sorte de là, parce qu'il était malade d'ailleurs, il était malade, il faudrait qu'on puisse aussi voir sa santé et qu'on puisse le sortir. Pour Stani Boujakira, il y a eu quand même cette pression des organisations des médias, la pression sur le plan international, sur le plan national, et ainsi de suite. Mais il faudrait qu'il y ait aussi une autre pression cette fois-là pour Escadela. Pour que la justice se prononce. Et Mike Moukeba, qui est un ancien journaliste aussi qui se retrouve là. Alors, rapidement... Mike Moukeba, quelque part, je peux dire que c'est un prisonnier d'opinion. C'est un prisonnier d'opinion, un prisonnier d'opinion. Et vous savez, les prisonniers d'opinion, on les qualifie même des prisonniers politiques. Et à ce moment-là, il faut que le président de la République vous revoie un peu ce cas. Il a toujours dit que la justice est malade. Si la justice est malade, il faut qu'il revoie ce cas. C'est à lui d'étonner, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Vous savez, Tshisekedi nous a tellement habitués à des interpellations en Conseil des ministres. Il instruit, il interpelle, ainsi de suite. Mais il faut aussi des actes forts, des signaux forts, contraignants, pour pousser aux animateurs. Et comment trouvez-vous rapidement la position des opposants à prendre des bonnes décisions? La position des opposants, des Katumbi, et puis à Matata. Bon, Matata a été consulté. La position de faire quoi? Leur position, bon, on ne comprend pas. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a une opposition? Parce que vous savez, faire une opposition, je pourrais vous dire que pour il y a Fayoulou qui vient de finir, comment il avait organisé, je sais pas. Le Conseil national de son parti. Oui, national de son parti. On ne sent plus l'opposition. C'est comme si l'opposition n'existait plus. Fachi travaille seul. Je pourrais vous dire. Il n'a pas d'opposant. Oui. Je pourrais vous dire que Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pognon ont capitulé. Ils ont capitulé. Ils ont capitulé. Ils ont été vaincus. Katumbi a dit qu'il n'allait pas jeter l'éponge. Ils ont été vaincus et ils ont capitulé.
Existe-t-il une opposition? Eh bien, il faut le regarder sur terrain. Bien. J'ai dit... Merci beaucoup, Ambroise. Oui, allez-y, vous avez dit? J'ai dit que l'opposition aura du vent en poupe les jours où la population congolaise va rejeter Félix Tshisekedi. Si la population est toujours avec Félix, il est difficile à l'opposition d'avoir du vent en poupe. Donc, il n'y aura pas une opposition. Il faut qu'il y ait des erreurs de gestion, Oui. des Fachi, pour que la population rejette Fachi et que l'opposition rebondisse. Ah. D'accord, ok. Au cas contraire, il n'y a ce sera de la pas... peine perdue pour l'opposition. Ah, bon, puisqu'ensemble siègent déjà, et bon, voilà. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont capitulé. Ils ont capitulé. Ils se sont rappelés. Lorsque vous pesez Moïse Katumbi par rapport à Etienne Tshisekedi, qui est fort, Etienne Tshisekedi a interdit à ses députés de ne pas aller siéger. Ils sont allés siéger. Les Serge Mayamba, ils sont allés siéger. Et vous pensez que Moïse Katumbi allait faire l'erreur de demander à ses députés de ne pas siéger? Et on allait écouter Moïse Katumbi dans un pays où tout le monde cherche son ventre? Il a compris ça. C'est pourquoi ils sont allés siéger. Ils ont capitulé. Ah, l'opposition n'existe plus. Merci beaucoup, Ambroise Mamba. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Mamba, qui est journaliste, analyste et puis présentateur de l'émission Table Ronde et directeur des informations à Congo Web Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.